Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, parler d'hygiène dans cette maison, sous l'autorité de Pasteur, c'est un grand honneur et c'est un peu intimidant, il faut être honnête. Je vais vous parler un petit peu d'histoire, surtout, d'histoire de l'hygiène, histoire de l'antisepsie et de tout ce qui a conduit à ce qu'aujourd'hui, on soit quand même plutôt bien armé pour lutter contre les infections acquises à l'hôpital, même si effectivement il y a des enjeux qui restent extrêmement forts. Alors on connaît un petit peu le problème de l'hygiène et de la transmission de maladies depuis très très longtemps. Hippocrate était le premier à dire que quand on mettait des patients souffrant d'une pathologie identique ou avoisinante dans un même espace, eh bien, ils se transmettaient cette maladie. On était à des années-lumière de savoir un petit peu ce que l'on transmettait, comment cela se transmettait, mais il y avait quand même un certain nombre d'observations extrêmement précises qui montraient finalement des chaînes de transmission au sein de la prise en charge. On s'est beaucoup servi de tous ces modèles, on s'en est beaucoup servi dans la construction des hôpitaux. Vous prenez des hôpitaux qui avaient une architecture pavillonnaire, la logique était de séparer des pavillons, de séparer des pathologies, de séparer des malades et d'éviter finalement que la transmission se fasse entre les malades. Le modèle le plus caricatural, si j'ose dire, c'est l'hôpital pour phthisique, qui était séparé des autres pavillons, des autres hôpitaux, parce qu'on savait que c'était une maladie qui se transmettait. Les mécanismes n'étaient pas connus, les micro-organismes, le concept même de micro-organisme n'était pas connu, mais il y avait effectivement la transmission. Et puis il y a une autre particularité que l'histoire nous apporte, c'est que les conflits, les guerres ont été des moments de très grande avancée finalement dans les progrès de la chirurgie et de l'hygiène. Et je prends cet exemple-là finalement de Dominique Jean Larrey, qui était un chirurgien militaire qui se rendait compte que les blessés sur les champs de bataille, s'ils restaient sur le champ de bataille plusieurs heures, s'ils étaient en contact avec la terre, avec d'autres blessés, et bien finalement leurs blessures étaient beaucoup plus graves et ils mouraient beaucoup plus souvent. Et il a inventé le concept d'ambulance. Alors c'est l'ambulance de Larrey qui est bien connue. Les premières étapes d'un SAMU ? Non, j'irai peut-être pas jusque-là, mais il y avait un petit peu quand même cette image d'aller sur le champ de bataille, essayer de récupérer le plus vite possible des blessés et de les conduire en dehors de cet environnement qui était un environnement hostile, à la fois par le conflit qui s'y continuait, mais aussi par l'atmosphère, avec d'autres blessés, d'autres victimes tout autour. Ce qui est intéressant aussi de voir un petit peu avec le modèle de l'ambulance de Larrey, c'est que c'était un petit peu le modèle précurseur de ce que la Croix-Rouge a fait quelques dizaines d'années plus tard, avec l'idée de prendre en charge des blessés, quel que soit le camp auquel ils appartenaient. Et donc on était déjà dans une logique de prise en charge de patients, de personnes, de blessés, les sortir d'un environnement hostile et de les conduire dans un espace, je n'oserais pas dire propre et adéquat à leur prise en charge, mais moins hostile que ne l'était le champ de bataille. Et vous voyez quelque chose qui ressemble fort à finalement un brancard, mais tracté et permettant de sortir très rapidement des victimes. Dans le cadre des conflits aussi, mais pas uniquement, la chirurgie a fait des progrès extraordinaires. Les techniques chirurgicales se sont largement développées. L'anesthésie a fait des progrès extraordinaires et on avait très, très longtemps cru à un essor fantastique de la médecine et la capacité de sauver des personnes malades, des personnes blessées, en les prenant en charge de façon efficace. Et le constat qui était retrouvé, c'est que les complications post-opératoires étaient terribles. Alors les patients mouraient moins du choc opératoire parce que les techniques d'anesthésie avaient fait d'énormes progrès, mais les patients mouraient dans des contextes d'infection. Et je reprends là un témoignage de Louis Landouzy, qui était, à l'époque, il était interne, et il travaillait un petit peu sur la prise en charge des blessés de guerre pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Et il parlait un petit peu de septicémie partout, le pus germait de toutes parts, comme s'il avait été semé par le chirurgien. Et quand il citait quelques chiffres, sur 30 amputations, un seul survivant.
Donc la prise en charge était certes techniquement bien organisée. On sortait les blessés du champ de bataille, on leur proposait un acte chirurgical et les complications dans les jours, dans les heures, dans les jours qui suivaient étaient catastrophiques et conduisaient à une mortalité post-opératoire absolument effarante. Alors quand on regarde un petit peu ça de plus près, se pose tout de suite la question de mais qu'est-ce qu'on faisait en termes de prévention ? Et là, un autre interne qui travaillait un petit peu d'ailleurs avec le précédent, Édouard Quenu, témoigne en 1871 des conditions dans lesquelles était pris en charge une intervention chirurgicale. Alors autour d'une table en bois, s'empilaient les assistants en toilette de ville, la même toilette que celle qui était utilisée pour pratiquer les autopsies. On va revenir sur ce point-là, vous allez voir que c'est un des éléments qui est assez marquant dans l'évolution de la prise en charge du risque infectieux. La petite cuvette blanche était présentée au chef, les aides ne se lavaient pas, non, seul le chef trempait les mains dans la cuvette. Le mot laver est peut-être un petit peu excessif. Mettait les mains dans la cuvette, les fils de suture, les fils de lin qui étaient bien cirés, ils pendaient à la boutonnière des externes qui les donnaient un par un aux chirurgiens qui réalisaient les gestes. Bon, la description est assez inquiétante et on imagine volontiers que l'évolution d'une intervention chirurgicale faite dans ces conditions avait assez peu de chances de se dérouler de façon positive. Et donc on voit un petit peu un contexte de prise en charge chirurgicale assez terrible. Les conséquences étaient souvent tragiques. Là, je reprends une gravure sur un blessé amputé, un blessé de la guerre de sécession aux États-Unis. Cette boucherie, c'est comme ça que c'était présenté. Je me souviens que le général Grant, qui était un des généraux du côté des fédérés, qui a d'ailleurs été ensuite élu président des États-Unis, était surnommé Grant le Boucher. Il envoyait des dizaines de milliers de soldats au champ de bataille pour gagner 300 mètres de terrain. Et ça se soldait par 10 000 morts, 15 000 morts, pour les reperdre 5 jours après, ou pour les reperdre dans un temps extrêmement rapide après. Et de nombreux blessés, alors de nombreux morts, effectivement, sur le champ de bataille, mais de nombreux blessés également. Et l'image qui est souvent montrée, c'est la gangrène sur le moignon d'un soldat amputé. Et il y a fort à parier que ce soldat est décédé dans les heures qui ont suivi la prise en modèle pour cette gravure. Donc des conséquences absolument tragiques et un contraste terrible entre des techniques chirurgicales, des techniques anesthésiques, des techniques de prise en charge rapide, plus rapide qu'avant des blessés, et in fine, des résultats tout à fait catastrophiques, une mortalité monstrueuse. On a aussi des points de repère à la maternité. La maternité était aussi quelque chose qui était regardé de très près. Alors, regardez un petit peu ces chiffres qui sont sortis d'un texte de Léon Lefort. En 1866, il faisait un petit peu les statistiques de la mortalité dans les différentes maternités des grandes villes d'Europe, à Paris, Saint-Pétersbourg, Londres, Leipzig, Munich. Et vous voyez que les taux de mortalité se promènent entre 1 sur 10, 1 sur 15. Dans les meilleures situations, une accouchée sur 47 meurt. À la maternité. Et quand on regarde, quand les accouchements, les naissances se faisaient en ville, il y en avait 3 fois moins, 4 fois moins, 10 fois moins. Ça nous renvoie à ce qu'Hippocrate nous disait déjà. Je regroupe des personnes, elles se transmettent entre elles des maladies, probablement pas directement seulement entre elles, avec l'aide bienveillante des soignants, des obstétriciens, des chirurgiens, des étudiants en médecine, peut-être aussi, et ça, Semmelweis nous le montrera un petit peu plus tard. Et on a comme repère Vienne parce qu'on a beaucoup de données sur Vienne, et en 1841, 33% des accouchés mouraient de fièvre puerpérale. Alors, je vous rappelle, 1841, la notion de micro-organisme est quelque chose qui commence tout doucement à bouger un petit peu. On a quelques vagues notions, quelques précurseurs qui ont essayé de regarder ce qui n'est pas visible à l'œil nu, mais on est à ce stade-là de précision. J'ai envie de dire, la microbiologie moderne, c'est Pasteur qui nous l'a fait découvrir 50 ans plus tard, à peu près.
Donc on est dans un environnement où finalement on va parler de transmission d'humeurs malignes, de miasmes, de particules, sans pour autant réussir à les caractériser davantage. Et toutes les mesures de prévention, elles reposeront un petit peu sur de l'empirisme, et certaines seront absolument géniales. Mais comme c'est de l'empirisme, il y aura beaucoup, beaucoup de difficultés à les faire adopter et à convaincre l'ensemble des personnes de la nécessité d'attacher de l'importance un petit peu à cela. Alors je vous disais, les prémices de la microbiologie moderne ont commencé quand même un petit peu, même dès la fin du XVIIe, où on voit quand même Anton van Leeuwenhoek, qui avait un microscope dont le mot est un petit peu abusif, un système pour imaginer de voir quelque chose qui n'était pas visible à l'œil nu. Et vous avez ici la façon d'utiliser cet outil qui, en regardant à travers la lentille, avec un réglage de la focale ici, permettait d'agrandir des objets qui étaient microscopiques, et il le mettait devant l'œil et ça lui permettait de voir, et ça lui a permis de voir ce qu'il appelait des particules unicellulaires. Alors, ce n'est pas le mot qu'il utilisait, hein. Il a dit des corpuscules animés parce qu'il bougeait en plus dans son système de microscope. Alors, on sourit quand on voit ça, avec les équipements dont on dispose aujourd'hui qui permettent de voir l'infiniment petit de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus près et de le caractériser de façon beaucoup plus fine. Je vous rappelle, 1684 quand même. Donc déjà, une première approche de quelque chose qui est un objet véhiculé, un corpuscule animé qui pourrait être le support de la transmission d'un certain nombre de maladies, et donc, quelque part, la cible de mesures de prévention en destruction de ces corpuscules animés, et c'est un petit peu tout le débat, toute la richesse de la recherche qui s'est mise en place sur ce qu'on a appelé un peu plus tard les antiseptiques. Alors vous imaginez bien que les précurseurs sur ce terrain-là avaient des ennemis solides qui défendaient la génération spontanée de miasmes. C'était inimaginable de penser que dans l'atmosphère, que sur une surface, que dans l'eau, il puisse y avoir des particules qu'on ne voit pas. Van Leeuwenhoek les avait un petit peu vues quand même, mais qu'on avait du mal, en tout cas, à caractériser, et que ces particules étaient susceptibles de, finalement, causer des maladies. La théorie de la génération spontanée, on l'a retrouvée extrêmement longtemps. Pasteur, quand il s'est retrouvé à l'occasion d'une séance de l'Académie de médecine, je vous rappelle, Pasteur n'était pas médecin, à l'Académie de médecine, accueillir un chimiste comme Pasteur à l'Académie de médecine, quelqu'un en plus qui remettait en cause les pratiques médicales, a été quelque chose de particulièrement douloureux. Et quand Pasteur a essayé de présenter ses observations qui étaient sur la fièvre puerpérale, l'identification de micro-organismes, de particules, d'objets animés, de corpuscules animés qui n'étaient pas visibles à l'œil nu, il s'est heurté à de très nombreux collègues qui défendaient encore de façon extrêmement forte la génération spontanée. Alors, déjà là, on voit un petit peu les contradicteurs de tous les tenants de l'identification de micro-organismes, de particules vivantes, ou potentiellement vivantes, animées en tout cas. Le mot vivante est peut-être un petit peu trop fort. De particules animées dans le pus de plaies ou dans de l'eau. Il y avait encore énormément de personnes qui ont mis beaucoup, beaucoup d'énergie à défendre l'idée que ça n'était pas possible, que c'était simplement une génération spontanée de miasmes. Et peut-être même les personnes les plus fragiles qui en souffraient, et peut-être des personnes pour lesquelles Dieu avait décidé qu'elles n'avaient plus à vivre non plus. Donc des considérations de tout ordre qui venaient un petit peu fausser l'appréciation de quelques observations scientifiques. Alors comment on peut expliquer un petit peu ces complications ?
auprès des personnes qui observaient et qui analysaient un petit peu les données d'observation, il y a eu très vite un consensus sur ce qui a été appelé l'effet meurtrier des concentrations hospitalières charitables. Alors vous avez ici une image d'une salle commune telle qu'elle existait. C'est une photo que j'ai empruntée à M. Cherperel. Il la reconnaît et je l'en remercie. Qui montre bien un petit peu l'alignement des lits et la proximité, la contiguïté des patients. Et vous imaginez très bien que un patient malade dans un tel environnement transmettait de façon extrêmement facile à ses voisins. Mais non seulement les patients étaient les uns côté des autres, mais les soins se faisaient dans ces mêmes espaces, avec de la chirurgie qui était faite au milieu d'une salle. Alors, des fois, dans les écoles de médecine, les chirurgies se faisaient même en amphithéâtre, devant le parterre d'étudiants qui apprenaient sur, bien sûr, une table en bois. Vous imaginez déjà toutes les possibilités de transmission de micro-organismes tels qu'on les imagine aujourd'hui, mais dans des conditions qui sont quand même extrêmement difficiles. Et vous avez là, quand même, beaucoup de personnes qui font un geste d'hygiène des mains, ce qui est déjà assez exceptionnel dans une série de soins qui sont réalisés dans une salle commune avec un grand nombre de personnes, bien sûr tout le monde en civil, en tenue de ville. Tenue de ville qui, bien entendu, n'est pas changée. Vous allez voir, on va revenir un petit peu sur ces points-là avec un certain nombre de recommandations qui ont été émises extrêmement tôt. Mais il y avait quand même deux conceptions éthiopathogéniques, deux modèles totalement différents qui étaient évoqués. Un premier modèle qui était la transmission par les mains. Et Semmelweis a été le premier à parler de transmission par les mains. Et je vous raconterai un petit peu comment Semmelweis est arrivé un petit peu à cette conclusion. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'en même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Holmes arrivait à la même conclusion. L'autre hypothèse, c'était plutôt la présence dans l'air. Et il y avait même des travaux qui montraient que lorsqu'on mettait, quand on prenait un verre d'urine, qu'on avait fait bouillir, qu'on avait fait chauffer à une température suffisamment élevée, et qu'on abandonnait, si on la mettait dans un verre qui était totalement ouvert, au bout de quelques jours, elle fermentait. Quand elle était dans un verre qui était fermé, elle ne fermentait pas. Et quand on la mettait dans un verre avec un col de cygne, elle ne fermentait pas. Donc l'hypothèse, très vite, est arrivée que l'air contenait des miasmes, enfin des corpuscules animés, ayant la possibilité à ce moment-là de transmettre à l'urine, de contaminer l'urine et de favoriser la fermentation de l'urine. Donc les deux hypothèses se sont largement battues et finalement, on va voir un petit peu comment elles ont porté. Elles se sont réunies ensuite dans la mise en place de mesures de prévention. Tout le monde était cependant d'accord également pour dire que la transmission était nosocomiale dans le sens où elle arrivait à l'hôpital, elle était due à la présence commune dans l'hôpital. C'est l'étymologie de nosocomium que l'on retrouve ici. Et c'est bien ce que Hippocrate disait avait dit quelques milliers d'années avant. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose qui n'était vraiment pas une nouveauté. Et tout le monde était d'accord aussi sur l'idée que ce sont des mesures de prévention, des mesures d'hygiène qui étaient probablement la stratégie de prise en charge optimale de ces complications, quel que soit le mécanisme, par les mains ou par l'air. Alors, le mot antiseptie ou antiseptique, il a été inventé par un collègue écossais, Sir John Pringle, qui a commencé à travailler sur des substances qui marchaient sur un certain nombre de maladies, sur le typhus, sur la dysenterie. Et en fait, il a travaillé avec des produits qui étaient utilisés par ailleurs en chimie, des acides, des alcools distillés. Il s'est rendu compte que ces produits avaient la capacité de ralentir le phénomène de fermentation ou de putréfaction. Et donc, il les a appelés antiseptiques, arrêtant le pus, arrêtant le développement purulent. Et très vite, ces produits ont été utilisés pour traiter des linges, pour traiter les lits, ou plutôt les couches sur lesquelles les patients étaient pris en charge.
Et puis également pour traiter les locaux. Si on fait le parallèle avec ce qu'on fait maintenant, on retrouve les grands principes finalement de ce qui guide la prévention du risque infectieux. Et surtout, ces produits antiseptiques ont très largement été utilisés sur les théâtres de guerre parce que c'était les conditions dans lesquelles les patients, les victimes, les blessés étaient dans un environnement le plus hostile en termes de risque d'infection, contact avec la terre, persistance de plaies qui saignaient, et donc des conditions qui favorisaient finalement le développement de sepsis, de pus, de gangrène, et ces complications entraînaient très 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 souvent le décès. Et puis, cette idée de Pringle finalement a été popularisée par une Française. Alors, l'antisepsie, c'est une histoire d'hommes et de femmes. On va voir que ce n'est pas qu'une histoire d'hommes et de femmes, c'est aussi des découvertes un petit peu hasardeuses, hein. Le hasard faisant parfois bien les choses. Mais Marie-Geneviève Charlotte de Thierry d'Arconville a été quelqu'un qui a fortement aidé à la diffusion des messages de Pringle en travaillant de façon un petit peu reproductible sur plein de produits ayant potentiellement une activité permettant de détruire des micro-organismes. Et elle a publié les vertus antiseptiques du quinquina. Elle a traduit les travaux de John Pringle, donc elle les a diffusés. On va voir que la langue a été souvent un obstacle aussi dans la diffusion d'un certain nombre d'informations. Et tout ça a conduit assez vite quand même, et jusqu'à la fin, depuis la fin du XVIIIe et au cours du XIXe siècle, on a beaucoup utilisé les techniques de fumigation, donc de dispersion dans l'environnement autour des blessés, autour du foyer opératoire, autour des mains des opérateurs, fumigation d'antiseptiques pour essayer de contrôler, de maîtriser le risque infectieux. Donc le mot antisepsie a trouvé, là, à ce moment-là, une place importante, et il a longtemps été oublié ensuite, mais il a été remis sur le devant de la scène plus tard, à la fin des années 1800, avec Pasteur, quand on a en plus switché vers l'idée d'asepsie. Alors, la transfusion par les mains, pour essayer d'illustrer un petit peu le propos, on a un modèle très très fort, c'est Semmelweis. Alors, Ignaz Philipp Semmelweis était un obstétricien hongrois qui travaillait à la maternité de Vienne. Alors, tous les mots sont importants. Hongrois à Vienne. Ça pose déjà une première pierre dans le problème. Et dans cet hôpital, à Vienne, il y avait 2 pavillons d'obstétrique. Il y en avait un qui était tenu par le professeur Franz-Xavier Bartsch. Et dans ce pavillon, la mortalité par fièvre puerpérale, hein, un indicateur extrêmement grossier, mais finalement fiable, la mortalité par fièvre puerpérale était relativement faible, quelques pourcents, 1, 2, 3% selon les mois. Et il y avait un enregistrement qui était continu des décès des jeunes accouchés dans un tableau de fièvre puerpérale. Dans l'autre pavillon qui était tenu par le professeur Johann Jakob Klein, où travaillait Semmelweis, la mortalité était monstrueuse. 28% en novembre 42, 40% en novembre 43, 1843, on est bien d'accord. Ce qui faisait dire à Semmelweis que ce pavillon s'apparentait à un mouroir, à un bûcher d'ardente désolation. Je ne suis pas sûr que Semmelweis ait dit ça. On verra après d'où vient peut-être cette formulation et ce style très très littéraire. Et en fait, en observant un petit peu comment se passaient les accouchements, il s'est rendu compte que dans le pavillon du professeur Bartsch, c'était les sages-femmes qui réalisaient les accouchements. Dans le pavillon du professeur Klein, c'était les étudiants en médecine qui réalisaient les accouchements. Alors, c'est pas que les étudiants étaient plus mauvais que les sages-femmes, sauf que les étudiants, le matin, apprenaient l'anatomie et la pathologie en salle d'autopsie, en salle de dissection, dans le bâtiment d'à côté, et venaient prendre en charge des patientes pour des cas obstétricaux dans les suites de leur journée de travail. Et donc,
L'idée qui a germé tout de suite, c'était de regarder un petit peu s'il n'y avait pas un lien entre la salle de dissection et la salle de travail où les accouchés étaient pris en charge. Alors la première idée qu'il a eue, c'est d'échanger les pavillons, sage-femme d'un côté, médecin en formation de l'autre côté. Il l'a tenté, les taux de mortalité ont été inversés. Donc c'est déjà une première preuve expérimentale d'une très probable relation entre les opérateurs, les carabins, les médecins en formation, et le risque de mourir d'une fièvre puerpérale. Mais je pense que l'élément qui a été le plus marquant pour Semmelweis, c'est la deuxième idée. Un de ses amis très proches, je rappelle, Semmelweis était hongrois à Vienne, donc pas du tout admis dans la haute société viennoise, avec toutes les difficultés que ça peut représenter. Et un de ses amis, qui était également hongrois, Jakob Koleczka, s'est coupé à la main en cours de dissection, dans un examen de dissection. Et il est décédé quelques jours plus tard dans un tableau qui était quasiment identique au tableau de fièvre puerpérale dont décédait un quart à un tiers des jeunes accouchés. Et là, Semmelweis s'est dit, c'est pas possible, il y a un lien entre la salle de dissection et la mortalité par fièvre puerpérale, les décès par fièvre puerpérale. Et donc du coup, il a posé très fort l'hypothèse des étudiants qui véhiculent d'infimes particules cadavériques. Je rappelle, on est encore avant l'ère de la microbiologie moderne, on n'a pas encore identifié de micro-organismes, on n'est pas capable de mettre même une morphologie sur ces petites particules, ces corpuscules animés qui pourraient être à l'origine de ces fièvres puerpérales. Et donc, très vite, il propose des mesures correctives. Et la première mesure qu'il propose, c'est de dire les étudiants, quand ils ont fini leur travail en salle de dissection, eh ben, ils se lavent les mains avant de palper des cols utérins. Voilà. Je reprends la formulation telle qu'elle était présentée. Et puis voulant développer l'idée un petit peu plus loin, il va généraliser la mesure en disant tous les étudiants, au moment où ils rentrent en salle de travail, au moment où ils prennent en charge des jeunes accouchés, eh ben, on va leur demander le même geste. Alors c'était se laver les mains dans une solution, dans un bac contenant de l'eau chaulée. Alors, de temps en temps, on parle beaucoup aujourd'hui d'irritation cutanée lorsqu'on fait du lavage des mains avec du savon ou lorsqu'on fait du lavage des mains avec des produits hydroalcooliques. Je vous laisse imaginer ce que faisait sur le revêtement cutané un lavage des mains à l'eau chaulée. C'était d'une belle efficacité, mais d'une agressivité pour le revêtement cutané qui était quand même assez considérable. Et je vous propose de regarder un petit peu l'évolution de la mortalité avec la mise en place de ces mesures. Alors ça, c'est des données qui sont issues de son ouvrage, Ignaz Philipp Semmelweis, avec la prophylaxie de la fièvre puerpérale, un ouvrage qu'il a publié en 1847, sur la base des observations qu'il avait fait en 47. Il introduit la mesure, il la généralise, et quelques mois après, qu'est-ce qu'on voit? Une mortalité par fièvre puerpérale qui est du même ordre de grandeur que celle qui était observée dans le pavillon du professeur Bartsch, où finalement c'était les sages-femmes qui réalisaient les accouchements. Là, un outil finalement d'évaluation de l'efficacité d'une mesure de prévention. C'est probablement un des premiers exemples que l'on a d'évaluation d'une mesure de prévention aussi bien documentée. Malheureusement, Semmelweis a essayé de diffuser cette méthode, mais il n'a pas été écouté. Alors, pour au moins deux raisons, une bonne et une mauvaise. La bonne raison pour laquelle il n'a pas été écouté, c'est qu'il avait, paraît-il, un caractère de cochon, et qu'il envoyait des messages incendiaires à ses collègues, les traitant de criminels, d'assassins,
c'est peut-être pas la meilleure manière de convaincre les collègues pour les faire adhérer à des mesures de prévention. Et donc, il y a eu assez peu d'écoute et assez peu d'adhésion à sa proposition de généraliser cette méthode d'hygiène et de prévention des fièvres puerpérales. Puis la deuxième raison, qui est une raison probablement plus mauvaise, c'est que Semmelweis n'était pas crédible parce qu'il était médecin hongrois dans la maternité de Vienne, et que ne faisant pas partie de la société viennoise, autrichienne, eh bien, il était beaucoup moins écouté. Et je pense que ça a contribué aussi, c'était vraiment un des éléments qui a joué aussi sur la non prise en compte de cela. Alors, on a beaucoup d'informations parce qu'on a trouvé une thèse en médecine qui a été soutenue en mai 1924 à la faculté de médecine de Paris. Et l'étudiant en médecine, Louis-Ferdinand Destouches, qui avait fait un stage comme étudiant à la maternité Tarnier à Paris, avait fait ensuite un second stage en janvier 1923 à l'hôpital Cochin, et il était tombé sur les travaux de Semmelweis. Il admirait Semmelweis, et donc il avait décidé d'en faire le travail avec ses maîtres. Il avait décidé d'en faire son travail de thèse. Et le travail portait sur, effectivement, l'importance du lavage des mains dans la prévention des infections. Et sa thèse, c'est La vie et l'œuvre de Philipp Ignaz Semmelweis. Alors, si je vous dis que Louis-Ferdinand Destouches est plus connu sous le nom de Céline, vous comprendrez le bûcher d'ardente désolation, qui est plus littéraire que scientifique. Et il y a plusieurs travaux aujourd'hui qui font remarquer que je veux dire Céline, ou Louis-Ferdinand Destouches, a un petit peu enjolivé les choses et a prêté à Semmelweis des propos qui ne sont peut-être pas totalement vrais, mais qui sont bien dans la logique littéraire du grand auteur que l'on connaît. Donc vous pouvez trouver la thèse de Louis-Ferdinand Destouches, ou Céline, dans les écrits médicaux de Céline. Alors je ne crois pas que ce soit publié à la Pléiade, j'ai vérifié, sinon ça aurait été la seule thèse de médecine publiée dans la collection de la Pléiade, mais c'est quand même relativement rare. Si on reprend un petit peu, et ça c'est Céline qui fait dire ça à Semmelweis, lui donnant un destin missionnaire pour lutter contre le fléau puerpéral, le fléau que représente la fièvre puerpérale, et bien sûr Ignaz Philipp Semmelweis attaqué de toutes parts, alors qu'il apportait déjà des preuves scientifiques relativement solides, prouvant finalement que son hypothèse était la bonne, et en tout cas prouvant que les mesures de prévention qu'il proposait étaient efficaces. Mais voilà, non. Les polémiques ne peuvent désormais servir en rien le progrès de la vérité. Enfin, on voit un petit peu, je pense qu'on voit beaucoup de Céline dans ses propos, plus que des propos de Semmelweis directement. Semmelweis, en Autriche, à Vienne. En même temps, regardez, 1843, Semmelweis c'est 47, 1843, on est à Boston. Oliver Wendell Holmes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose, il fait la même observation, indépendamment. Ils ne se sont pas rencontrés avec Semmelweis. Il fait la même observation et il raconte dans un papier qui est La contagiosité des fièvres puerpérales, un papier publié en 1843, que lorsqu'il avait vu une femme avec une fièvre puerpérale, et ben après, il changeait ses habits, il se lavait les mains dans une solution Cholet. De la même façon, c'était les seuls outils, c'était les seules stratégies d'hygiène des mains qu'ils avaient sous la main à ce moment-là. Et pendant la période où il a fait ça de façon absolument rigoureuse, et ben les autres patientes qu'il suivait, les autres parturientes qu'il suivait, ne développaient pas de fièvre puerpérale. Donc il avait réussi à rompre la chaîne de transmission de cette fièvre puerpérale par une simple mesure toute bête. Et là encore, on peut se dire, Holmes avait trouvé aussi. Il n'avait peut-être pas les mêmes traits de caractère que Semmelweis. Il était peut-être plus conciliant, peut-être plus dans une logique de transmission de savoir.
il n'était peut-être pas dans un pays où il était moins bien accueilli. Et en fait, non, personne n'a écouté Holmes. Et les travaux de Holmes sont restés également lettres mortes, ont été ressortis plusieurs dizaines d'années après pour effectivement appuyer l'ensemble des mesures de prévention que l'on connaît aujourd'hui, qui ont été largement améliorées, mais qui ont été basées quelques dizaines d'années après. Semmelweis en Europe, Holmes aux États-Unis, mêmes observations, mêmes mesures proposées, même incompréhension des autres collègues obstétriciens. Ça laisse songeur quand même, et ça doit nous interpeller sur la résistance au changement et la difficulté finalement à entendre un message sur la prévention d'un tableau de fièvre puerpérale extrêmement catastrophique. Holmes, dans son papier, prévoit même et pose des principes. C'est la conclusion de son article de 1843. Alors, le premier principe coule de source, hein. C'est qu'on ne va pas organiser, on ne va pas dans un même temps ou dans une même journée, dans une même séquence, à la fois s'occuper de faire l'autopsie d'une patiente décédée, surtout de fièvre puerpérale, pour essayer de comprendre quels organes étaient atteints. C'était l'époque où l'anatomie pathologique expliquait beaucoup de choses des maladies, et puis pour passer ensuite s'occuper d'une parturiente. Donc, premier principe, on coupe de façon très nette le lien entre la salle de dissection, la salle d'autopsie et la salle de travail où les jeunes accouchées étaient présentes. Et puis, si un médecin participe à une autopsie et qu'il doit prendre en charge une parturiente derrière, eh ben, il se lave soigneusement les mains, il se change et il laisse 24 heures. On commence tout doucement à mettre des vrais garde-fous, des vrais repères en termes de gestion du temps. C'est vrai pour les fièvres puerpérales, mais pour Holmes, c'est vrai aussi pour les péritonites, et c'est vrai pour les traitements chirurgicaux des résipelles. Donc pour d'autres pathologies pour lesquelles on a finalement probablement les mêmes modes de transmission et des tableaux qui se ressemblaient. Donc l'idée, c'est d'élargir déjà au-delà de la fièvre puerpérale à d'autres pathologies pour lesquelles on avait des arguments pour penser que c'était à peu près la même chose, les mêmes mécanismes, et donc pourquoi pas les mêmes modes de prévention. Et puis les deux derniers principes sont tout à fait intéressants, parce que si un cas de fièvre puerpérale survient, ce qui peut arriver, vous voyez, 1, 2 ou 3% dans l'expérience du professeur Bartsch. L'idée, c'était de dire les patientes suivantes sont à très fort risque, donc on va les regarder de plus près et surtout, on va encadrer les soins de mesures encore plus fortes. Et si plusieurs cas de fièvre puerpérale surviennent, eh ben, on arrête l'activité pour l'obstétricien en question pendant 1 mois. Alors, quand je suis retombé sur cet article-là, je me suis dit que finalement, on pourrait s'en inspirer pour un certain nombre de mesures qu'on propose parfois dans les hôpitaux aujourd'hui, de regroupement de patients, de cohorting devant des bactéries très très résistantes aux antibiotiques. Là, on est en 1843. Des principes finalement qui peuvent trouver leur place et trouver leur vie dans un certain nombre de situations dans nos hôpitaux encore aujourd'hui. La deuxième hypothèse, c'est la transmission par l'air. Alors c'est Tarnier qui l'a défendu, hein, la maternité Tarnier, où vous vous souvenez, où un certain nombre de précurseurs de l'hygiène avaient travaillé également. Et donc la prévention de cette hypothèse éthiopathogénique tout à fait valide, hein, l'exemple des urines selon la forme du verre dans lequel on les laissait, qui fermentait plus ou moins vite, ou même pas du tout, appuyait quand même très sérieusement sur le plan scientifique cette hypothèse de transmission par l'air. Du coup, ça a donné lieu à des travaux avec des chimistes qui ont proposé de nombreuses substances dont les propriétés antiseptiques étaient utilisables pour des techniques de fumigation. Et c'est ainsi que certains ont proposé l'acide muriatrique. Alors, on le connaît surtout sous le nom d'acide chlorhydrique, hein. Maintenant, c'est quand même quelque chose de plus facile à retenir. Et c'était un désinfecteur. Il y avait
des systèmes de vaporisation d'acide chlorhydrique autour de plaies ou lors de soins chirurgicaux, par exemple. Et puis il y avait aussi, et c'était largement utilisé, l'acide phénique ou l'acide carbolique. On connaît aussi beaucoup sous le nom de phénol. Et là, on avait beaucoup utilisé des vaporisateurs. Parfois, c'était des petits vaporisateurs à main, où il y avait un aide qui, pendant toute la durée de l'intervention chirurgicale, pompait avec la poire du vaporisateur à main pour garder une atmosphère autour de l'opéré, autour des mains des opérateurs, une atmosphère phénolée, finalement, suffisamment empreinte d'acide phénique de façon à réduire le risque d'infection. Et ensuite, on a développé des pulvérisateurs à pied. C'était plus facile pour l'opérateur ou pour l'aide qui pompait avec le pied pour vaporiser en permanence. Et puis ensuite, on s'est développé, et c'est une des cibles fortes aussi de Lucas Championnaire, qu'on va revoir juste après, que de faire des systèmes à vapeur. Ça, c'est un système qui marche pendant 1 heure, où finalement on pose sur un chariot à côté de l'intervention chirurgicale, à côté du foyer opératoire, et ça vaporise. Ça disperse des vapeurs de phénol, et ça permet de maîtriser un petit peu mieux le risque infectieux. On arrive finalement avec tous ces éléments qui se réunissent un petit peu, la transmission par les mains, la transmission par l'air, à quelque chose que Lister a formalisé de façon extrêmement forte. Et c'est ce qu'on a appelé la chirurgie antiseptique, selon Lister. Alors, Joseph Lister était un chirurgien qui a fini sa carrière comme professeur de chirurgie à Glasgow, et qui a très vite posé, enfin en 1867, un article remarquable dans le British Medical Journal, déjà à l'époque une grosse revue médicale. Et puis il a écrit également quelques mois plus tard dans le Lancet, autre grande revue médicale de la même année. Bon, double publication quand même, on pourrait peut-être critiquer ça sur le plan de la démarche scientifique, puisqu'il a apporté exactement les mêmes données scientifiques. Et qu'est-ce qu'il disait ? Il proposait là les principes posés par Lister, savoir le lavage des mains des opérateurs, Semmelweis, il prend le principe de Semmelweis, les instruments et fils trempés dans des bains d'acide phénique. Donc là, on est aussi devant non plus l'utilisation de fils de catgut qui étaient accrochés à la boutonnière des externes qui les donnaient un par un aux chirurgiens, mais on les prépare dans des conditions de protection face au risque infectieux avec toujours ces produits miracles. Ce produit miracle était l'acide phénique qui permettait de garantir une forme de sécurité sur ces produits. Le champ opératoire préparé à l'aide d'une solution diluée d'acide phénique, donc en plus une préparation cutanée avant le geste chirurgical. On retrouve des concepts qui ont trouvé toute leur place aujourd'hui. Une pulvérisation pendant toute l'intervention d'acide phénique autour. On a vu un petit peu les appareils, les nébulisateurs comme le nébulisateur de Lucas Championnaire. Et puis, un drainage systématique de la plaie avec également donc, des éléments qui rappellent que le risque d'avoir une complication infectieuse est d'autant plus important que la plaie reste un petit peu sanglante. Et tous les chirurgiens savent très bien que l'hémostase reste un des éléments importants aussi dans la prise en charge chirurgicale. Lister, vous voyez, en 1867, pose des principes qui restent encore, pour l'esprit qu'il défendait en tout cas, qu'ils défendent, ces principes restent encore tout à fait valides et guident encore complètement les mesures de prévention qui sont appliquées aujourd'hui. Bon, on les a beaucoup modernisés, mais les principes sont encore tout à fait là. Alors, Lister, du coup, apparaît comme la personne qui a transformé, qui a fait la synthèse entre les différentes hypothèses éthiopathogéniques. Mais vous imaginez bien que, une fois les travaux de Lister publiés, plein de personnes ont dit « mais j'avais trouvé avant ». C'est le cas d'Enrico Bottini à Novare et en Italie, qui raconte, qui décrit dans un papier dans les Annales universelles de médecine en italien,
en 1866, bon, il publie quand même en 1866, il raconte quand même qu'il avait traité en 1862 une première intervention avec la technique de prévention, le même modèle que celui de Lister, avec l'acide phénique, et en préparant la peau et en gardant une atmosphère autour du geste chirurgical qui était empreinte de phénol, et donc qui permettait de garantir. Et quand il a publié, en fait, il publie sur 600 interventions. Donc il publie sur une grande série d'interventions réalisées dans des conditions de sécurité, avec d'ailleurs des résultats extrêmement bons, hein, une mortalité qui est de moins de 20%. Ça fait sourire quand on le dit comme ça, mais bon, il faut voir un petit peu la lourdeur des gestes chirurgicaux et ne pas oublier pourquoi les patients étaient opérés. En tout cas, les complications septiques étaient beaucoup moins importantes. Et puis, un Français aussi, Gilbert Desclas de Neubou, décrit avoir utilisé dès 1861 dans une prise en charge plus médicale, hein, il avait traité une gangrène traumatique par des pansements phénolés en 1861. Et il avait instillé par voie orale, rectale, hypodermique. Donc on avait plein de situations où on utilisait finalement le phénol. Et il décrit de façon très précise l'intervention chirurgicale. Alors il est même plus dans une logique de se défendre en disant c'était avec d'autres confrères dont je vous donne les noms, ça se passait dans tel hôpital. Donc c'est vraiment pour essayer d'apporter la preuve que non, Lister n'était pas le premier à le faire. C'était un Français. Je vous lis l'information comme ça. Je ne sais pas si c'est très important d'ailleurs de savoir qui le premier a mis au point cette technique. Il va plus loin en fait quand même en disant en fait Lister, moi j'avais transmis au docteur Simpson qui était le maître de Lister la première version de mon ouvrage qui s'appelle Traité de l'acide phénique. Et comme je l'avais écrit en français et que Simpson ne lisait pas le français, il l'avait confié à son élève, Lister. Donc, Lister, plagieur ? Non. Enfin, je vous livre, je vous laisse la question, je laisse la question ouverte. Je pense qu'on est plus dans des querelles d'ego peut-être, même si, très probablement, autour des années 1860-65, l'utilisation de l'acide phénique a été très largement répandue partout, surtout dans tous les pays européens, en Amérique du Nord, et a permis en parallèle finalement de faire évoluer et de développer cette technique. Et je pense que c'était inscrit dans l'histoire qu'il fallait avancer un petit peu en parallèle. Et c'est pas très très important de savoir qui a été le premier à le découvrir. Ce qui est sûr, c'est que Lister a généralisé, a promu largement la technique. Et donc, on a fait une promotion dans tous les pays d'Europe avec des voyages extrêmement fréquents, avec la création finalement d'écoles. Et il a été extrêmement soutenu par beaucoup de personnes qui ont relayé la parole de Lister. C'est pour ça qu'on garde surtout ce nom et qu'on présente souvent Lister comme étant l'inventeur de l'antisepsie en chirurgie. Alors, un autre précurseur avant Lister, là, c'est encore un Français, un pharmacien chimiste, hein, François-Jules Lemaire, qui, dès 1861, publiait, avait des travaux expérimentaux qui étaient publiés, et puis surtout la publication principale date de 1863, et on la trouve, alors, une grosse publication, hein, 400 pages, avec énormément de données sur l'utilisation de l'acide phénique, son action sur les végétaux, les animaux, les ferments, les venins, les virus, les miasmes. Oui, ses applications dans l'industrie, dans l'hygiène et dans les sciences anatomiques. On imagine bien qu'on a là un produit miracle, hein, quand même, qui est utilisable dans énormément de situations. Et lui-même consommait 1 litre d'eau phénolée, parfois coupée dans son vin quand même, quand on en faut, et il en tirait que des bénéfices sur sa santé. C'est moyennement scientifique quand même, il faut être honnête. Mais on voit que ça apporte quand même un éclairage sur la place que ce produit avait trouvé. Et vous voyez, on est en 1863.
Donc ce produit avait trouvé une place majeure à la fois dans l'antisepsie, mais peut-être aussi dans le bien-être ou dans la santé au sens très large du terme. De nombreux utilisateurs de la méthode Lister, je prends juste un exemple, Alphonse Guérin, qui, en nettoyant les plaies d'un soldat blessé, en utilisant finalement des pansements phénolés, il a mis au point le pansement occlusif, avec une ouate neuve, et pas des charpies de tissu qui avaient été récupérés sur le champ de bataille, sur les vêtements des soldats morts, mais avec du tissu, de la ouate ou du tissu propre, imprégné de perchlorate de fer. Alors ça, c'est intéressant, parce que là, on commence à voir perchlorate de fer, on commence à voir des métaux ayant des propriétés antiseptiques. On a tous connu le mercurochrome. Antiseptique à base de mercure, à base de métal. On entend souvent parler des effets bénéfiques du cuivre, des effets antiseptiques du cuivre. D'ailleurs, on nous pose souvent la question, pourquoi vous ne mettez pas des paillasses en cuivre dans tous les hôpitaux? Pourquoi vous ne mettez pas des poignées de porte en cuivre? Alors, c'est sûr, dans des études expérimentales, on sait que certains métaux, l'argent, le cuivre, le mercure, peuvent avoir des effets détruisant les micro-organismes. Alors ensuite, est-ce que c'est suffisant pour généraliser leur implantation partout? Probablement qu'il manque beaucoup de recul. Mais c'est intéressant de voir qu'on commence à parler là de produits à base de métaux, ayant des fonctions de préservation et finalement de modification du risque infectieux. La méthode de Lister a quand même des opposants extrêmement farouches. Il y en a un dont je ne résiste pas à vous raconter un petit peu l'histoire. Lawson Tate est un obstétricien, gynécologue obstétricien. C'est quand même un peu cocasse, qu'après Semmelweis, ce soit un gynécologue obstétricien qui soit un des plus fervents opposants à la méthode antiseptique. Comme quoi l'histoire, des fois, bégaye et bloque un petit peu sur des symboles un petit peu forts. Alors, il a quand même publié 13 papiers, 13 études pour contrecarrer la méthode de Lister, pour dire qu'elle n'était pas valide scientifiquement. C'est plus du débat scientifique, ça, c'est de l'obstination. C'est de l'acharnement à ce stade-là. Et de la part d'un gynécologue obstétricien, quand on connaît l'histoire et ce que Semmelweis a pu démontrer, c'est quand même un peu étonnant. Mais il avait également d'ardents défenseurs, et effectivement, il y a eu beaucoup plus d'ardents défenseurs dans tous les pays d'Europe. Alors bien sûr, on pense à ses collègues écossais, on pense aussi à de nombreux collègues européens qui ont d'ailleurs très très largement diffusé. Les écoles de la méthode Lister se sont développées dans tous les pays européens, tous les pays, même pays nord-américains également. Et en France, Lucas Championnière a été un des fervents défenseurs de la méthode de Lister, et il l'a largement popularisé à travers ses écrits et à travers l'ensemble des formations qu'il assurait. Alors, pour revenir un petit peu sur Lucas Championnière, il a découvert les travaux de Lister, il s'est approprié ces travaux. Alors il a fait un séjour au cours de ses études à Glasgow, donc il a travaillé avec Lister, il a rencontré ce petit monsieur, physiquement, qui était Lister, et ils ont tissé des liens d'amitié. Il est reparti ensuite au cours de son cursus de médecin, de chirurgien des hôpitaux à Paris en 1875. Et il a publié en 1876 cet ouvrage, Chirurgie antiseptique, principes, mode d'application et résultats du pansement Lister.
traduit en 16 langues. Si je vous parle de quelqu'un qui a permis la diffusion de la parole de Lister, c'était aussi quelqu'un qui a largement diffusé le savoir et qui a peut-être trouvé encore plus que Lister la capacité à convaincre l'ensemble de la communauté scientifique et la communauté médicale du bien fondé des principes que Lister avait proposés. Alors, on peut regarder un petit peu la chirurgie antiseptique, et là, je vous présente une gravure sur une expérience de chirurgie sur la méthode de Lister. C'est une mastectomie avec l'équipe chirurgicale. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ici la nébulisation d'acide phénique autour donc du foyer et à proximité des mains des opérateurs, donc le maintien en permanence d'une atmosphère phénolée autour du foyer opératoire. Mais bon, la gravure ne reprend pas, la photo, pardon, ne reprend pas la préparation cutanée, les pansements phénolés, enfin toutes les autres composantes que Lister nous a laissées. Et là, vous avez parmi les outils une machine, la méthode du professeur Lister, avec un pulvérisateur de Lister à vapeur, 4,5 kg. Il faut le poser quand même, parce que sinon, c'est quelque chose d'un petit peu lourd dans les mains de l'aide qui doit s'assurer que le foyer opératoire et les mains de l'opérateur sont en permanence dans ces atmosphères phénolées pour garantir l'absence de risque. La transmission nosocomiale, on va la retrouver, et je reprends un petit peu ce texte de Buchan. Alors, on est en 1802, et c'est intéressant parce que on retrouve un petit peu les mots, la contagion est souvent transportée par le peu de soins que les médecins ont d'eux-mêmes. Et on revient un petit peu sur le rôle du médecin, le rôle des étudiants en médecine ou des médecins dans la transmission des micro-organismes. Alors, il n'est pas douteux que les habits, les mains et tout ça soient imprégnés des miasmes de la contagion. On est en 1800, début des années 1800. Donc on est vraiment avec une connaissance faible de la microbiologie moderne n'est pas encore née. Et les médecins non seulement exposent les malades, mais s'exposent eux-mêmes à cette négligence. Ils en sont souvent les victimes. Alors, on peut reprendre un petit peu aussi l'évolution qui s'est faite finalement relativement peu de temps après. On est passé de la chirurgie antiseptique finalement. Qu'est-ce qui s'était fait ? On luttait contre les micro-organismes à un endroit où on avait identifié où ils étaient. C'est-à-dire qu'on les détruisait par des produits antiseptiques, des produits dont la finalité était de tuer ces corpuscules animés. Et on le faisait sur les mains, on le faisait surtout dans l'atmosphère autour du foyer. L'hypothèse aéroportée reste, l'hypothèse de la contamination de l'air restait vraie. Les instruments, les plaies, alors que ce soit avant de faire l'incision, avant de faire l'acte chirurgical, ou que ce soit après dans les pansements, sauf que on avait une toxicité terrible de l'acide phénique. Une toxicité qui conduisait parfois à des brûlures caustiques des tissus, mais qui pouvait conduire aussi à des accidents neurologiques graves et des décès qui étaient liés finalement à la méthode de prévention. Donc il y a un moment où la méthode de prévention se retourne contre elle-même et va entraîner des complications. Mais c'est quelque chose qu'on connaît dans la vie quotidienne d'un médecin, où c'est la balance bénéfice-risque des mesures. Alors la vraie question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on ne pouvait pas regarder un petit peu différemment le sujet ? Et c'est comme ça que Pasteur a posé un principe qui était vraiment extrêmement important. C'était plutôt que s'ingénier à tuer les microbes dans les plaies, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de ne pas en introduire ? Et on est passé de l'antisepsie à l'asepsie. Je vais organiser la prise en charge, la préparation d'un acte chirurgical de façon à ne pas avoir à me battre contre des micro-organismes, des infections quand elles seront là, mais en anticipant et en veillant à ce que je n'introduise pas de micro-organismes dans la plaie, dans le ventre d'un patient que j'opère, par exemple. Et donc, les principes que Pasteur a du coup mis en avant de façon extrêmement forte, c'est, je fais un lavage des mains
de l'ensemble des personnes. Vous vous souvenez, au départ, c'est juste les chirurgiens qui se lavent les mains. Les aides sont là pour aider. Donc là, lavage des mains des chirurgiens et des aides, en fait, tous ceux qui sont amenés à être tout près ou dans le foyer opératoire. Stérilisation, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, passer dans une atmosphère extrêmement chaude. Pasteur disait dans un air chauffé à au moins 140 degrés. Ou faire bouillir dans de l'eau les tissus qui vont servir à faire les pansements. Et pas utiliser des charpies qu'on avait un petit peu sous la main. Donc essayer de jouer vraiment le plus proche possible de la stérilité pour les pansements. Le flambage des instruments. Je verse de l'alcool sur les instruments et je fais flamber cet alcool de façon à essayer de, le mot est un peu fort aussi, stériliser les instruments chirurgicaux que je vais utiliser. Toutes ces méthodes, tous ces éléments ont contribué à faire évoluer la chirurgie vers la chirurgie aseptique, la chirurgie qui n'introduit pas de micro-organismes dans la plaie, dans le foyer opératoire, et donc qui finalement a permis de retirer tout doucement des choses qui étaient relativement toxiques, qui avaient montré leur efficacité, mais qui étaient relativement toxiques, comme par exemple l'acide phénique en pulvérisation autour du foyer opératoire. Alors ça a beaucoup fâché Lucas Championnière, parce qu'il avait beaucoup travaillé sur des machines pour diffuser un brouillard de phénol autour des foyers, et dans des articles qui ont suivi cette évolution que Pasteur proposait, il revenait régulièrement sur le fait qu'on a peut-être tort de renoncer, d'abandonner la fumigation autour d'un foyer opératoire. Ça serait une sécurité de plus. Enfin, ce genre de propos sont assez volontiers retrouvés. Alors cette image est intéressante parce qu'elle nous ramène, alors c'est une peinture qu'on peut voir à l'atelier Pasteur à Adol. Pasteur est né à Adol, et il y a un très beau, c'est un petit musée mais extrêmement joli à Adol. Et en fait, vous avez Pasteur qui est au bras de Sadi Carnot, président de la République. On est à la Sorbonne, grande cérémonie pour Pasteur, et Lister vient donner l'accolade à Pasteur. C'est un symbole très fort, puisqu'on voit la réunion, finalement, peut-être de deux des personnes les plus importantes qui ont œuvré pour passer d'un contexte très sceptique à très, très dangereux sur le plan infectieux dans la chirurgie, à la chirurgie antiseptique, puis à la chirurgie aseptique. Un glissement vers une prise en charge un petit peu optimisée des patients chirurgicaux, avec que du bénéfice pour les patients. Je vous ai dit, l'antisepsie, c'est des découvertes d'hommes et de femmes. C'est aussi des produits. Et c'est des produits qu'on peut trouver aussi, dont on peut faire la découverte parfois par hasard. Ou en tout cas dans des circonstances peut-être pas aussi évidentes et aussi prévisibles qu'on pourrait le croire. Alors bien sûr, les acides, et en particulier l'acide phénique, le phénol, on a vu un petit peu tout l'usage qui en a été fait. C'est très vite un produit qui a montré des propriétés antiseptiques et qui a très, très largement été utilisé. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un chimiste, Bernard Courtois, découvre l'iode dans des cendres d'algues. Il ne sait pas très bien quoi en faire. Il faut être honnête, il ne sait pas très bien quoi en faire. Et ça n'est que 70 ans après qu'on découvre que l'iode a des propriétés antiseptiques. Alors, on ne sait pas non plus trop quoi en faire. On va utiliser de l'iode dans de l'alcool et on va l'utiliser assez largement, et on se rend compte que c'est finalement un produit qui a des propriétés antiseptiques tout à fait intéressantes. On a aussi le chlore. Alors, le chlore est connu depuis très très longtemps. Ce qu'on connaissait un petit peu moins bien, c'est l'hypochlorite. Et on a un chimiste encore. On est dans les produits, là, on est beaucoup dans la chimie finalement. Un chimiste qui est Claude Louis Berthollet, qui trouve intéressant de synthétiser un petit peu de l'hypochlorite de potassium, donc à base de chlore, mais on est à des années-lumière de l'antisepsie, là. C'est pour faire blanchir les tissus, pour faire blanchir des préparations pour
pour du tissu et pour des textiles de façon très large. Et puis, cet hypochlorite de potassium, finalement, il est installé dans une petite usine dans le village de Javel. C'est au milieu de Paris maintenant, le village de Javel, hein, donc on a du mal à l'imaginer. Ce produit va très vite devenir l'eau de Javel. Et c'est que bien plus tard, regardez, l'hypochlorite de potassium, l'eau de Javel, est découverte en 1775, enfin, en tout cas, est mise en évidence avec ses propriétés de blanchissement en 1775. Il faut attendre 1820 pour qu'un pharmacien, on se rapproche de la médecine, on se rapproche de la santé, là, on quitte la chimie pure pour se rapprocher de la santé, que Antoine Germain Labaraque fasse ce qu'il appelle la liqueur de la baraque, qui est en fait de l'hypochlorite de sodium. Alors ensuite, on a tout rapproché. L'eau de Javel est devenue l'hypochlorite de sodium aussi. Donc voilà, il y a eu des petites modifications après. Et on a surtout retenu, et on retient encore aujourd'hui, l'eau de Javel, l'hypochlorite de sodium maintenant, qui est un produit dont on connaît parfaitement bien les propriétés désinfectantes, et quand on le dilue suffisamment pour supprimer sa toxicité et son caractère agressif, est un antiseptique utilisé assez largement. Donc on connaissait le chlore depuis très longtemps, et on a réussi à mettre en avant les propriétés antimicrobiennes, pour être un peu plus large dans la terminologie, de l'hypochlorite de sodium, ou plus connu sous le nom de Javel. Et puis, les produits iodés, je le disais, on ne savait pas très bien comment les utiliser. On utilisait la teinture d'iode. Donc c'était quelque chose d'un un peu bizarroïde. Et puis, ces produits ont eu un regain d'intérêt majeur dans les années 50, parce qu'on a découvert une molécule qui permettait de capter l'iode et de la relarguer petit à petit. C'était un petit peu les iodophores. Le plus connu, si je vous donne le nom technique, c'est la povidone iodée. Et je suis sûr que vous avez tous dans votre pharmacie des flacons de bétadine, qui est la povidone iodée, qui est un antiseptique très très largement utilisé. Et puis on a même fait des usages un petit peu étonnants. En 1969, quand la mission Apollo 11 est rentrée de sa mission lunaire, on avait tellement peur de récupérer sur la Lune ou dans l'atmosphère de la Lune je ne sais pas si on peut dire des micro-organismes, on pensait qu'il y avait peut-être une vie et qu'on pouvait peut-être ramener quelque chose, que la première démarche qui a été faite, vous reconnaissez la couleur orangée de la bétadine, ça a été de désinfecter la capsule, quand elle est tombée dans la mer, à la bétadine, à la povidone iodée. Donc c'est un usage pas très médical, mais qui reflète bien la confiance qu'on faisait, et qu'on fait toujours, à des produits de ce type-là, comme en capacité de détruire des micro-organismes. Là, on était dans l'angoisse de ramener quelque chose d'un monde éloigné de notre Terre, des micro-organismes qui auraient détruit toute forme de vie sur Terre. Et puis on a ensuite des produits qui ont été découverts beaucoup plus récemment. Regardez la chlorhexidine, découverte des années 50 aussi, et commercialisée en France que depuis 1972. Or, la chlorhexidine, c'est un des composants antiseptiques le plus utilisé aujourd'hui avec la povidone iodée. Bétadine et chlorhexidine sont les deux principaux antiseptiques qu'on utilise. Et puis les alcools, on revient un petit peu sur ce que l'on connaissait depuis 1750, 80. Les acides des alcools, vous vous souvenez, les alcools distillés, on a remis de façon extrêmement forte les alcools, et aujourd'hui, dans tous les établissements de santé, dans tous les cabinets médicaux, on trouve des produits hydroalcooliques, et dans toutes les pharmacies, on trouve des produits hydroalcooliques, et dans beaucoup de sacs à main de personnes, on trouve des produits hydroalcooliques pour faire un geste d'hygiène des mains. C'est une façon de diffuser très très largement, finalement, un produit d'une grande banalité, l'éthanol, l'alcool éthylique, à base de betteraves de la région nord,
qui permet d'avoir une efficacité extrêmement puissante sur les micro-organismes. Et maintenant qu'on les connaît beaucoup mieux, aussi bien sur les bactéries, sur les virus, que sur les champignons microscopiques. Donc on est devant des produits d'une grande efficacité. Alors, je vous disais, tout ça, c'est quelque chose qui fait partie un petit peu de l'histoire et peut-être un petit peu on va se donner quelques points de repère sur l'époque moderne. Jusque dans les années 1970, on a accordé relativement peu d'importance à la lutte, à la prévention des infections. Parce que entre l'époque de Lister et l'immédiate après-guerre, ou juste à l'immédiate après-guerre plutôt, on a découvert les antibiotiques. Et on a été dans une logique, on a été persuadé que la découverte des antibiotiques permettrait de faire disparaître les maladies infectieuses. Et donc, dans les suites immédiates de la découverte de la pénicilline, de la commercialisation de la pénicilline, on a commencé peut-être à être moins agressif ou moins vigilant sur l'ensemble des mesures de prévention, avec l'idée que sur le plan thérapeutique, on disposait d'une arme d'une grande efficacité. Puis très vite, on a vu apparaître des résistances. Mais ce n'était pas grave, on trouvait des antibiotiques plus costauds, qui eux-mêmes généraient des résistances. Mais ce n'était pas encore grave, parce qu'on trouvait encore d'autres antibiotiques plus costauds. Et quelque part, on s'est inscrit dans un cercle vicieux de course contre l'antibiorésistance. Alors certaines disciplines quand même avaient une attention quand même tout à fait particulière à l'infection, parce que quand l'infection survenait, elle était catastrophique souvent. Et elle était extrêmement difficile à traiter. Et du coup, on ne pouvait pas faire totalement confiance uniquement à une stratégie thérapeutique antibiotique. Donc la prévention gardait une place encore très très forte. Donc je vous disais, la résistance se développe. Cette course-poursuite entre recherche de nouveaux antibiotiques et développement de nouvelles résistances fait que clairement aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut dire qu'on est au pied du mur ou qu'on est dans le mur. Mais c'est de ce niveau-là à peu près. On évoquait juste avant le début de mon propos le fait qu'aujourd'hui, on connaît des micro-organismes qui ont potentiellement des résistances à tous les antibiotiques que l'on connaît. Donc on est dans une situation potentielle d'impasse thérapeutique. Qui aurait imaginé ça au moment où on découvrait la pénicilline et on mettait à disposition la pénicilline? Qui imaginait qu'on pourrait peut-être rentrer dans une ère post-antibiotique? Donc avec des stratégies de lutte contre les infections qui seraient autres. Et vous imaginez bien que la seule, du coup, méthode qui ne souffre pas de discussion, c'est la méthode de prévention. C'est être en amont, être dans l'asepsie, être dans l'antisepsie si on est devant un tissu qui est en partie infectieux. Alors, l'antibiorésistance et les antiseptiques, je ne peux pas passer sous silence quand même cette question. C'est une préoccupation récente. En fait, on a vu antibiorésistance, donc consommation antibiotique, exposition aux antibiotiques, développement de résistance aux antibiotiques. Est-ce qu'on peut avoir la même question avec les antiseptiques? Est-ce qu'on peut avoir aussi des développements de résistance aux antiseptiques? On ne peut pas l'exclure complètement. Intellectuellement, on ne peut pas l'exclure du tout. Sur un plan très très pratique, on a quelques données, mais elles sont surtout posées sur la chlorhexidine, pour des raisons très simples. C'est largement étudié aux États-Unis. Aux États-Unis, on utilise très largement la chlorhexidine. On ne va pas regarder, on a peu de données sur d'autres antiseptiques. Mais tout nous fait dire quand même qu'il faut peut-être être un petit peu vigilant et que ça sera une dimension qu'il faudra garder un petit peu en mémoire, ne pas fermer complètement la porte. Il est très peu probable qu'on soit devant
l'impossibilité d'utiliser des antiseptiques de façon efficace parce qu'ils auront généré des résistances aux enfin, les micro-organismes auront développé des résistances à des antiseptiques parce qu'on utilise des quantités, des concentrations d'antiseptiques qui sont très très importantes. Donc je peux vous rassurer, on n'a pas ce danger-là. Par contre, il n'est pas impossible qu'il y ait peut-être des évolutions croisées de résistance aux antibiotiques et de résistance aux antiseptiques et qui pourraient être sélectionnés par des antiseptiques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les recommandations, même toutes récentes, on attire l'attention sur soyons vigilants, regardons ce phénomène de résistance, ne le gommons pas complètement, gardons un petit peu une attention autour de ça. Alors, les pionniers de l'hygiène moderne, et je pense que ils ont contribué. Ces 4 noms que je voudrais, avec 4 images que je voudrais qu'on garde un petit peu en mémoire, Semmelweis, Lister, Lucas Championnière, Pasteur, sont probablement les personnes qui ont joué le rôle le plus important dans la prévention, le développement de l'antisepsie, le développement de la chirurgie aseptique, ou des gestes de soins le plus aseptique possible. Et les principes qu'ils ont posés restent des principes qui aujourd'hui guident l'ensemble des mesures de prévention des infections, d'utilisation des antiseptiques, d'utilisation des stratégies de prévention au sens très large du terme. Finalement, la lutte contre l'infiniment petit, contre l'invisible, ça reste une priorité pour les soins. Et la lutte, elle passe par essentiellement la prévention. Parce qu'on ne pourra pas que s'appuyer sur des prises en charge thérapeutiques. Je vous remercie.